Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un thème central pour le bac. L'axe 1, exploiter, préserver et protéger. L'idée, c'est de réviser ensemble les notions clés pour comprendre comment les sociétés modifient leur environnement. Absolument. Et pour que ce soit clair, je propose qu'on structure ça en deux grandes parties. Oui, allons oui. D'abord, on va analyser la gestion de la forêt française depuis Colbert. C'est un cas d'école sur l'exploitation et la protection d'une ressource. D'accord. Et ensuite, on prendra plus de hauteur pour aborder les deux immenses ruptures dans l'histoire des relations entre les sociétés et leur milieu, les révolutions néolithiques et industrielles. Parfait. Alors, commençons avec la forêt française. XVIIe siècle, Louis XIV, Colbert. Et ce constat assez incroyable. La France périra faute de bois. Oui, la formule est choc. Il faut bien comprendre que le bois et surtout le chêne, c'est une ressource absolument stratégique à l'époque. Stratégique pour construire quoi? Les navires de la marine royale. C'est ça, exactement. C'est l'enjeu principal, c'est la puissance du royaume qui est en jeu. Et donc, que fait Colbert? Il met en place la Grande Ordonnance de 1669. C'est une unification de la loi, une gestion centralisée par l'État. C'est une vision très cartésienne où l'homme se veut comme maître et possesseur de la nature. Une gestion étatique, donc, pour assurer la pérennité de la ressource, mais j'imagine que ça ne s'est pas fait sans heurts. Ah non, loin de là. Ça se heurte directement aux usages locaux, aux droits des paysans, Et ces tensions, elles explosent au XIXe siècle, c'est bien ça? avec le Code forestier de 1827. Tout à fait. Ce code, très inspiré de Colbert, restreint encore plus les droits des paysans. Et là, ça déclenche des conflits très violents. On pense à la guerre des Demoiselles en Ariège. C'est une histoire fascinante, ces paysans déguisés qui s'en prennent aux gardes forestiers. Oui, c'était une vraie révolte pour le droit d'usage. Mais en parallèle, le 19e siècle, c'est aussi une période de reboisement très volontariste. Ah oui, l'exemple le plus connu, c'est la forêt des Landes de Gascogne. Une loi de 1857 transforme des marécages, des landes, en une immense pinède. Pour répondre à quels besoins cette fois? Les besoins de l'industrie naissante. Le bois de pin servait notamment pour les traverses de chemin de fer. Ça montre bien que la forêt française est en grande partie un paysage façonné par l'homme. Si on fait un saut jusqu'à aujourd'hui, la forêt couvre 31% du territoire, elle est cruciale face au réchauffement climatique, mais elle est aussi au cœur de nouveaux débats. Oui, des conflits d'usage pour les loisirs, par exemple, mais surtout une critique de la sylviculture industrielle. C'est-à-dire, Des associations qui dénoncent ce qu'on appelle les coupes rases, la monoculture de résineux. on parle parfois de désert vert, non? Exactement. Des forêts qui appauvrissent les sols et la biodiversité. Le débat entre exploitation et protection est donc toujours très vif. Bien. Abordons maintenant les deux grandes ruptures. La première, c'est la révolution néolithique. Oui, elle commence vers moins 10 000 au Proche-Orient. C'est le moment où l'humanité passe de chasseurs-cueilleurs nomades à agriculteurs sédentaires. C'est une transformation radicale du rapport à la nature. Radical, parce que ça entraîne les tout premiers grands déboisements pour créer des champs énergiens. C'est ça. L'archéologue Jean-Paul Demoule le montre très bien. Il n'existe quasiment plus de forêts primaires en Europe à cause de ça. Les paysages qu'on croit naturels, comme la garrigue méditerranéenne, sont en fait largement artificiels. Et cette révolution est aussi sociale, j'imagine. Bien sûr, la sédentarisation, ça entraîne l'appropriation de l'espace, la naissance des inégalités, une forte croissance démographique. C'est le début d'un façonnage durable du milieu par l'âme. Et la seconde rupture, beaucoup plus proche de nous, c'est la révolution industrielle. Fin du XVIIIe siècle. Là, le changement d'échelle est colossal. On commence à utiliser massivement de nouvelles énergies, le charbon, puis le pétrole. Ça démultiplie la capacité humaine à transformer l'environnement. Et on voit apparaître des paysages totalement nouveaux. Le pays noir que décrivait l'artiste Constantin Meunier. Oui, et les conséquences environnementales sont inédites. Surexploitation des ressources, pollution de l'air, de l'eau. Et c'est à ce moment-là que la courbe des teneurs en CO2 dans l'atmosphère se met à grimper en flèche. Précisément, cette période marque l'entrée dans ce que certains appellent aujourd'hui l'Anthropocène. L'ère où l'activité humaine devient la principale force de changement géologique sur la planète. Voilà. Pour conclure, si on récapitule, d'un côté, on a l'exemple de la forêt française qui montre comment la gestion d'une ressource a évolué, oscillant toujours entre exploitation et protection. Et de l'autre, on a vu comment ces deux grandes ruptures, néolithiques et industrielles, ont profondément transformé la relation entre l'homme et la nature en augmentant notre capacité à modifier les milieux de façon exponentielle. Les notions d'exploiter, préserver et protéger sont donc au cœur d'une histoire très longue, faite de choix et de tensions. Des tensions dont les conséquences, on le voit bien, se font sentir jusqu'à aujourd'hui.